Saveurs et confidences sur Happiness. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Saveurs et Confidences. Vous écoutez Saveurs et Confidences sur Happiness, l'émission où l'on cuisine, où l'on partage, où l'on rit et où chaque plat raconte une histoire. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons quitté le studio pour nous installer au cœur de la 48e fête des ortillonnages à Camon. Aujourd'hui, l'émission se fait au rythme du vivant. Pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Dorian Nieto du blog Dorian Cuisine et Valérie Virorello-Jamili du blog Marcy Attack. Bonjour à tous les deux. C'est les aléas du direct, il n'y a pas de souci. Il faut dire aussi que Dorian et Valérie sont déjà en train de s'atteler en cuisine parce qu'il paraît qu'ils vont nous préparer une recette, un chutney à la rhubarbe en direct. Alors les amis, installez-vous confortablement. Bienvenue dans Saveurs et Confidences. Saveurs et confidences. Il y a des aliments que l'on savoure sur l'instant. Une fraise cueillie dans le jardin, une tomate encore tiède après une journée au soleil. Quelques petits pois dégustés du bout des doigts avant même d'arriver dans la cuisine. Et puis il y a ceux que l'on choisit de garder pour plus tard. Une confiture préparée en été, un chutney à la rhubarbe, des abricots mis en bocaux, pour les jours où le soleil se fera plus discret. Faire des bocaux, ce n'est pas seulement... Ok. Des petits soucis avec le micro, du coup je reprends. Faire des bocaux, c'est pas seulement conserver des aliments, c'est aussi accepter que les saisons passent, tout en gardant une petite trace de leur passage. Des gestes simples, parfois hérités de nos parents, de nos grands-parents. Des gestes qui nous obligent à ralentir un peu. Dans un monde où tout s'achète déjà prêt, faire ces bocaux devient presque un acte de résistance douce. Une manière de prendre le temps, de ralentir et de retrouver le goût des choses. Saveurs et confidences avec Média. Alors il y a des rencontres qui ont un goût, une saveur particulière. Dorian et Valérie, vous faites partie de ceux qui, dès 2005, ont ouvert la voie à toute une génération de blogs culinaires. Des pionniers du web gourmand. Qui ont donné envie à beaucoup d'entre nous de raconter la cuisine autrement. Avec des histoires, des souvenirs et du vivant. Je me souviens encore de lire tes articles, Dorian, ces recettes que tu racontais et que tu racontes toujours avec cette manière bien à toi de nous emmener ailleurs. Avant de conclure toujours par ce fameux « mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça ?» Quelques années plus tard, j'ouvrirai à mon tour mon blog culinaire sans savoir que ça allait littéralement changer ma vie. Alors d'une certaine façon, Dorian et Valérie, j'ai envie de vous dire que c'est un peu grâce à vous que nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Dorian, Valérie, c'est vraiment un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Happiness, dans Saveurs et Confidences, ici à Camon, au cœur de la 48e fête des ortillonnages. Et la première question que j'ai envie de vous poser pour rentrer dans le vif du sujet directement, depuis 20 ans, puisque du coup, je l'ai dit, vous avez créé vos blogs respectifs en 2005, depuis ces 20 ans que vous racontez la cuisine, qu'est-ce qui a le plus changé selon vous dans notre rapport à ce que nous mangeons? Ça va de plus en plus vite. Ouais. On prend de moins en moins le temps, il faut faire vite. Ouais. Moi, je trouve que, en plus d'aller vite, les gens vont de plus en plus vers des produits ultra transformés. Ouais. Et avec Dorian, on a ce point-là en commun, c'est d'aimer cuisiner à partir de matières brutes. C'est un petit peu l'objet du livre aussi. Ouais. Vos blogs sont nés à une époque où partager sa cuisine sur Internet était encore très nouveau. Qu'est-ce qui vous a animé au départ? Le hasard. Ouais. Oui, complètement le hasard. Le fait qu'un blog, c'est 3 clics. Ouais. Et qu'on se dit, pourquoi pas, on ouvre ça, puis on verra bien une semaine ou 20 ans, on sait pas. Ouais. Moi...
des petits soucis de micro, donc du coup on change le micro de Valérie. Moi, j'étais assez geek sur les bords et ça m'intriguait. Je voulais voir ce que ça faisait de faire un blog. Et j'ai toujours aussi été passionnée et par la cuisine et par la photo. Et du coup, je me suis entièrement retrouvée dans cette aventure-là, dans cette expérience. Ouais. Et est-ce que à l'époque vous aviez conscience à ce moment-là que vous étiez en train de créer une autre manière de parler de cuisine? Parce qu'à cette époque-là, les recettes de cuisine, on les trouvait essentiellement dans les livres de cuisine ou alors sur les émissions de radio, à la télé. Et le blog, est-ce que vous aviez conscience vraiment de devenir vraiment changer un peu la donne? Non, je crois qu'on était des inconscients joyeux qui se posaient pas de questions puisqu'on savait pas où on allait. On savait pas du tout ce que ça deviendrait. Donc c'était une inconscience tranquille. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je l'ai fait pour vraiment partager des recettes d'abord avec mes copines. Après, j'ai vu qu'on pouvait se faire des amis virtuels parmi les blogueurs et les blogueuses. Et puis après, on s'est laissé entraîner par cette aventure et on n'imaginait pas qu'on pouvait éventuellement en faire un métier plus tard. Oui, parce qu'à l'époque, vous faisiez ça en marge de vos activités respectives et on peut le dire aujourd'hui que c'est votre activité principale et que vous vivez de votre passion, de la cuisine. Donc pas uniquement du blog, mais on en parlera après entre autres, mais vous écrivez des livres, vous écrivez aussi des recettes pour des marques de cuisine qui font appel à vous. Vous avez votre univers donne ce sentiment que la cuisine commence bien avant l'assiette, dans les souvenirs, dans le jardin, dans les voyages pour toi Dorian et aussi Valérie, dans les rencontres. D'où vient ce lien avec la cuisine? Est-ce que c'est des choses qui vous ont été transmises par la famille? Alors pas du tout. La grande spécialité à la maison, c'était ma mère qui ne cuisinait pas du tout. Donc ce qu'elle faisait de mieux, c'était le steak boîte de petits pois. Donc non, il y avait pas de cuisine chez moi. On mangeait de manière à c'est une sorte de carburant, la nourriture à la maison. Ouais. Ça répondait à un besoin vital, quoi, se nourrir. C'est ça, juste manger et puis bon, si c'était bon, c'était par coïncidence. Moi, je viens d'une famille, j'ai été élevée dans une famille de femmes, il n'y avait pas d'hommes en fait, donc ma mère, mes tantes, ma grand-mère, et ça cuisinait beaucoup. Ouais, et c'est une famille paysanne aussi, donc il y avait des potagers, il y avait des champs, une ferme, tout ce qui peut inciter à cuisiner. Ouais. Les réunions de famille, c'est toujours autour de grands repas, c'est parti de là. Ok. Et aujourd'hui, vous avez tous les deux un potager, mais très différent. Parce que je crois savoir, Valérie, que toi, tu vas littéralement jardiner en ascenseur. C'est ça. Puisque tu as créé ton potager sur les toits de ton immeuble à Nanterre, en région parisienne. Et Dorian, toi, tu as installé ton potager dans des carrés, des bacs, dans ton jardin, dans les Yvelines. Du coup, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur la création de votre potager? Enfin, comment vous en êtes arrivé là? Et puis, voilà, comment on fait si on n'a pas un jardin de 300 mètres carrés pour faire son potager maison? On peut faire du potager partout, j'allais dire. On peut même, si on a un appartement, avoir des herbes dans des pots, il n'y a aucun souci. Moi, ça a commencé avec un seul carré d'1 mètre sur 1 mètre. Puis petit à petit, j'ai envahi la moitié du jardin avec des carrés. Parce que finalement, tu te dis, là, cette année, j'ai des tomates, mais l'année prochaine, je voudrais des tomates et des courgettes. Et au fil des années, tu rajoutes de la place, parce que sinon, ça rentre pas, quoi. Ouais. Et les carrés, du coup, tu as opté pour les carrés, c'est les grands carrés en bois lesquels tu mets de la terre. Oui. Et tu as opté pour cette option-là parce que ton sol ne te permettait pas de faire de la culture. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que 20 cm en dessous de la terre, c'est des blocs de granit. Ouais. Donc, je me voyais pas dynamiter tout ça. Ouais. Et toi, Valérie? Moi, j'ai commencé par des jardinières. Au début, j'avais un appartement avec 100 balcons, en fait. Donc, je commençais par des jardinières avec des tomates cerises et des aromatiques. Et puis après, quand j'ai emménagé à Nanterre, on a eu l'opportunité d'avoir le potager. Donc, c'est un espace collectif de base sur le toit de l'immeuble. Et y a personne qui est vraiment intéressé pour aller jardiner là-haut. Les gens n'ont pas le temps, pas l'envie, savent pas faire, n'ont pas envie d'apprendre. Et du coup, on se retrouve, moi et une voisine, à se répartir tout l'ensemble du toit. Donc, j'ai commencé en expérimentant, en me disant que ça allait être compliqué de
de cultiver sur un toit en plein soleil. En fait, non, moi je trouve ça hyper facile et je fais Ça, pousser vraiment plein de trucs. C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Ouais, comme quoi on peut, enfin voilà, quoi qu'il arrive, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, Dorian, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir du terrain et un jardin de 300 mètres carrés. On peut réussir, même parfois juste avec des petites jardinières sur le balcon. Ouais. Si vous deviez citer une chose que le potager vous a appris sur la vie, ce serait quoi? La patience. La patience. Oui. Ouais. Ça revient, tu vois, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, on vit vraiment dans une société où tout va vite. Il faut que tout soit prêt, que ce soit rapide, et ça va trop vite. Et donc, le potager permet d'une certaine façon de se reconnecter au temps, à la nature, et de prendre le temps. Oui, le potager, c'est une histoire de rendez-vous. T'as rendez-vous avec les fraises bientôt, Ouais. parce que non, là ça commence. T'as rendez-vous avec les tomates plus tard, t'as rendez-vous avec les courgettes à un autre Ouais. moment. C'est des rendez-vous et tu attends patiemment parce que tu peux pas faire autrement. Ouais. Moi, ça serait, alors c'est pas la patience, moi c'est plus méditation. Quand je vais jardiner, quand je mets les mains dans la terre ou quand j'arrache des mauvaises herbes, enfin quoi que je fasse là-haut, ça me détend. Et Ouais. voilà. Super. Ouais. Bah, j'imagine très bien. On fait une petite pause et puis on se retrouve d'ici quelques minutes pour parler de votre livre, Les petits bocaux du potager, parce que après avoir planté ses petites graines, fait pousser ses petits fruits et ses légumes, on récolte et qu'est-ce qu'on fait après quand on récolte? Ben, on cuisine ou alors on conserve. Voilà, Les petits bocaux du potager aux éditions Ulmer et on en parle juste après. Saveurs et confidences. Vous écoutez Happiness et nous sommes sur Saveurs et Confidences, toujours en direct de la 48e fête des ortillonnages de Camon avec Dorian Nieto et Valérie Virorello Jamili, que je suis ravie de recevoir pour parler de leur livre Les petits bocaux du potager, paru aux éditions Ulmer. Un livre que je trouve vraiment, je vous le dis, je l'ai dévoré. Non, il est génial. En fait, je le trouve hyper pédagogique, hyper complet, hyper accessible. C'est un livre, on va trouver une première partie sur les différentes techniques de conservation. Parce que bien que le livre s'appelle Les petits bocaux, on y découvre que les techniques de conservation, c'est aussi la lactofermentation, la congélation, la déshydratation, la stérilisation. Et puis, du coup, sur ces différentes techniques, le livre, vous allez vraiment nous expliquer le matériel dont on a besoin, les différentes méthodes, les bonnes pratiques. Et puis, il y a toujours la petite astuce, la petite info. Parce que, par exemple, pour la congélation, vous nous expliquez qu'il y a des choses qui vont pas se congeler. Typiquement, le concombre ou le radis, les légumes qui sont gorgés d'eau. Et ensuite, il s'articule autour de 30 fruits et légumes. Donc, on a les fruits et les légumes qui sont listés et on vient dérouler le livre autour de ces fruits, de ces légumes, avec des recettes qui sont toutes plus appétissantes les unes que les autres. Alors, comme je vous le disais, moi, je trouve que c'est un livre qui est absolument génial, qu'on soit déjà adepte des bocaux ou du coup, c'est une nouvelle source d'inspiration ou qu'on n'en ait jamais fait. Et on sent vraiment, moi, j'ai senti cette volonté chez vous dans ce livre de le rendre accessible. C'était une réelle intention, ouais. Oui, c'était exactement ça. On avait envie que, comme tu viens de dire, c'est pour tout le monde. Ouais. Si tu débutes, tu peux débuter. Sinon, tu peux attaquer les recettes en sachant déjà comment on fait de la fermentation, la congélation, c'est plus facile, mais voilà. Ouais. Et effectivement, en fait, on a aussi pensé ce livre parce que quand on a un potager, il y a souvent des rushs au niveau des récoltes. Ouais. Et nous, on voulait expliquer, comme tu disais, bien que le sujet principal du livre, ce soit les bocaux, on voulait expliquer aux gens comment ils pouvaient faire des rotations dans les systèmes de conservation pour éviter d'avoir le garde-à-manger plein, le congélateur plein. Donc, ce livre-là, il permet vraiment de voir comment ventiler ces récoltes. Ouais. Oui, parce que toi, c'est ce qui t'a amené à aborder toutes ces techniques de conservation, parce qu'à un moment donné, avec ton potager, parce que rappelle-moi, il fait combien de mètres carrés Il fait une bonne quarantaine de mètres carrés, Donc, et je vis en appartement, donc j'ai pas moyen de stocker. Donc tu t'es
retrouvé face à cette problématique-là et pour pouvoir conserver, là, tu dis dans le livre notamment la déshydratation qui permet, je sais plus combien on peut mettre de tomates séchées dans un bocal. Enfin, beaucoup. Ouais, oui. Beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes techniques de conservation et plus particulièrement de la lactofermentation? Moi, j'ai tiqué sur la recette de ketchup lactofermenté. La lactofermentation, c'est quoi exactement? La lactofermentation, c'est une méthode de conservation ancestrale en fait, bien avant que dans les familles on apprenne à faire la stérilisation, et qui a été longtemps oubliée parce que on a eu une société où toutes les normes de sécurité alimentaire ont pris le dessus et où on a un petit peu occulté les méthodes ancestrales. Donc, voilà. Donc la lactofermentation, ça permet de conserver des aliments dans un système anaérobie. Anaérobique. J'ai du mal à le dire. Je l'ai presque dit. Hein. Oui. Sans air. Ouais. Alors, dans votre livre, on voyage un peu aussi, même beaucoup. Enfin, en fait, c'est quelque chose qui m'a marqué à la lecture du livre. Tantôt, on part en Italie avec une omelette toscane, tantôt en Asie avec un kimchi ou un banh mi végétarien, en Méditerranée avec des falafels, un houmous que vous revisitez avec de la betterave, parce que on voyage, mais aussi, je trouve, c'est toujours des recettes hyper originales. Il y a le fameux hot dog aussi avec c'est la carotte et le topinambour, c'est ça? Oui, le topinambour. Alors, les cuisines du monde, c'est une source d'inspiration pour vous dans votre cuisine? On est assez complémentaires. Dorian est très axé cuisine asiatique et cuisine un peu du Nord aussi. Oui. Et moi, je suis très cuisine du Sud, de par mes racines, tout ça. Donc, on est complémentaires et du coup, au lieu de faire un banh mi classique, on va dire, on va essayer de le personnaliser un petit peu avec déjà les ingrédients du quotidien qui nous concernent et nos aspirations. Ouais. Comme on aime bien ce qui est coloré, beau et voilà, c'est déjà pas mal. Et bon quand même. Oui, et bon. Voilà, on essaye de réunir ces trois choses toujours dans nos recettes. Ouais, et moi, ce que je trouve génial aussi, c'est qu'on parle beaucoup de la nécessité de faire appel à des circuits courts. Et en fait, ce qui m'a frappée, c'est de me dire d'avoir les cuisines, ces saveurs du monde, les cuisines du monde un peu à notre portée, avec des légumes qui viennent de vos jardins à vous, sans forcément importer des choses de l'autre bout du monde. Enfin, c'est d'avoir un petit bout des cuisines du monde comme ça, avec son potager maison. Et moi, je trouve ça absolument génial. Et il y a plusieurs recettes aussi qui ont retenu mon attention, notamment le shrub aux framboises. Alors là, c'est quoi exactement? Le shrub, donc S-H-R-U-B, qui est page 109 du livre. Je rappelle votre livre Les petits bocaux du potager paru aux éditions Ulmer. C'est quoi le shrub? Alors, c'est une vieille recette qui mélange les fruits et le vinaigre. Ça peut paraître très étonnant, mais c'est très, très rafraîchissant en été. En fait, je le consomme comme une boisson pour me désaltérer. Tout à fait. Et est-ce que je pourrais imaginer l'utiliser dans une salade ou... C'est vraiment pour se désaltérer. De base, c'est pour se désaltérer. De base, c'est pour se désaltérer. Et bien sûr, on le coupe à l'eau. C'est une sorte de sirop inversé. Puisque là, c'est l'acidité qui prime. Okay. Mais ça fonctionne de la même manière. Tu remplis ton verre d'eau gazeuse en même temps que tu as ton petit fond de shrub dedans. Excellent. Et il y a aussi le petit granola là qui m'a fait de l'œil. Le granola avec les fraises déshydratées. Avec les fraises déshydratées. Ouais. Alors ça, j'adore. Mais du coup, concrètement, la déshydratation, ça apporte quoi? Ça concentre les saveurs et ça permet de gagner de l'espace en fait, parce que du coup ça ratatine un petit peu tout ce qu'on déshydrate. Mais c'est vraiment un concentré de ça intensifie les Donc saveurs. sur de la fraise, on est sur le truc par excellence. Des petits bonbons en fait. Ouais. Des petits bonbons. Mais oui, mais attends, parce que même pour les gamins, tu vois, au goûter et tout, tu sais, les petits c'est trop bien. Ouais. Et je crois savoir qu'il y a des machines pour déshydrater. Oui. Mais si j'ai pas de machine pour déshydrater, tu as un four que tu vas mettre à toute
ça. Voilà, comme beaucoup, que tu vas mettre à température très douce, puisqu'on est de mémoire, on doit être à 60 degrés. Alors il faut un four qui soit assez précis, parce que justement, Ouais. et puis tu vas étaler ça sur une plaque avec du papier sulfu dessous, et tu vas attendre patiemment parce que ça dure longtemps. Ok. Après, si t'es une foodista et que t'as craqué pour un air fryer, Oh mais il y en écoute, a qui alors là, déshydratent. bah voilà, c'était la question que j'allais te poser juste après. Ouais. En fait, c'est vrai que moi j'ai un air fryer Ninja et il a une fonction déshydratation. Donc tu peux y aller. Tu peux Et t'en c'était la servir. question que je voulais vous poser. Mais après, bon, faut avoir un peu de patience. Je crois que le programme, il fait 5 ou 6 heures. Oui. Sur, Oui, c'est Oui. très long. ouais. Mais même avec un déshydratateur classique, c'est C'est long. long, hein. Ouais. Ouais. J'ai jamais utilisé de déshydratateur. On s'est compris. Est-ce que vous avez une recette chouchoute dans le livre? Oui, moi, je crois que c'est le banh mi quand même. Ouais. Mais parce que j'aime les banh mi, donc. Ouais. C'est ton penchant pour la cuisine Oui, asiatique. c'est ça. Ouais. Moi, c'est dur de choisir, mais après, c'est pareil. Il y en a une qui évoque mes racines provençales, c'est la bohémienne. Ouais. Bohémienne de légumes. Donc, Ouais, ok. C'est un livre qui est aussi merveilleusement, je trouve, illustré, avec de très belles photos que vous avez fait vous-même, j'imagine, que ce soit de vos recettes, de votre potager respectif. Et j'ai pas pu m'empêcher de noter la présence de mains, de gestes. Il y en a énormément dans le livre et je trouve que ça l'humanise beaucoup. Et c'était une volonté aussi, ça, de votre part, d'avoir un livre incarné. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on voulait un livre vivant. Ouais. Et forcément, quand tu as les mains qui coupent, les mains qui mélangent, les mains qui passent, ça change tout, je trouve. ouais. Alors, c'était pas évident. On a dû se Non. casser un petit peu la tête parce qu'évidemment, c'est nous qui avons cuisiné, c'est nous qui avons fait les photos, c'est nous qui avons fait la scénographie. On s'est bien cassé la tête, mais on est vraiment content du résultat. Ah non, mais vous pouvez parce que le résultat est magnifique. Vraiment, quand on le feuillette, enfin voilà, c'est vivant, et c'est coloré, ça donne vraiment envie en tout cas. Merci beaucoup. Je vous propose à présent de passer à la petite interview signature de l'émission. Ça s'appelle mon interview confidence. Ça n'a quasi rien à voir avec la cuisine. C'est des petites questions comme ça, un peu perso, et vous me répondez ou pas, tac au tac. Vous prêtez au jeu de cette confidence? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Team lève tôt ou team couche tard? Tu me couches très tard. Team lève tôt. C'est bien, vous êtes complémentaires. Il paraît, ouais. En tout cas, dans le travail, on est vachement Ouais. complémentaires. Différents et complémentaires. Ouais, mais dans le livre, ça se ressent aussi en réalité. Hein. Le bocal qu'on trouve toujours chez vous? Un chutney. Ouais. Moi, c'est du thym déshydraté. Votre pire manie au quotidien? Oh là, une seule? Ah, ça, c'est honnête. Je suis rempli de toc et de manie, donc il nous faudrait 3 émissions. Moi, je dis beaucoup de gros mots et je veux pas en dire, mais ça. Et je me retiens là au micro, mais quand je parle, je dis des gros mots. Ouais, spontané. Voilà, c'est parti c'est du la langage spontanéité. fleuri du Sud. Votre saison préférée? L'été. L'automne. Non, mais vous êtes vraiment. Oui, voilà. Ah, encore une fois, dans le livre, vraiment, en fait, c'est pour ça qu'il est hyper riche. C'est parce que vous avez apporté vos univers respectifs dans ce livre. Le plat que vous pourriez manger tous les jours? Un curry. Ouais. Une soupe au pistou. Si c'était l'été tous les jours, je mangerais de la soupe au pistou tous les jours. C'est quoi votre dernier SMS? Est-ce que tu as pris des carottes? Ok. Très bien. Préviens-moi quand tu rentres. Ok. Votre recette de la flemme du dimanche soir? C'est bizarre, hein, parce que j'étais en train de me dire que j'ai jamais la flemme pour cuisiner. Ah, c'est ouais. Ouais. Ou alors je cuisine pas. C'est la première fois, je pose tout le temps cette question dans les interviews, tu vois, et c'est la première fois qu'on me répond ça. J'ai jamais la flemme de cuisiner. Moi, je dirais pas que j'ai jamais la flemme, mais je me débrouille toujours avec ce que je vais trouver dans mes tiroirs. Donc Ouais. même si j'ai une boîte de sardines, je vais customiser, faire quelque chose avec. Mais en vrai, c'est la recette de la flemme, mais c'est pas la flemme de cuisiner, mais on fait une recette vite. Enfin, vite et bien. ouais, que je sois seule à manger ou avec les enfants, je vais toujours arriver à faire un petit plat. Ouais.
Et ma dernière question pour vous, Dorian et Valérie, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux en ce moment D'être là. d'être sur Saveur et Confidence? Voilà. Ouais, de te voir aussi, ça fait énormément plaisir. Super. Merci beaucoup. On va faire une petite coupure et on se retrouve juste après pour passer derrière les fourneaux parce que qu'est-ce que vous allez nous cuisiner aujourd'hui? Forcément un chutney. Un chutney à la Rhubarbe. excellent. Du coup, je vois toutes les épices là devant moi. Enfin, je vois de l'huile de coco, des graines de coriandre. Ça a l'air divin. Donc, on se retrouve tout de suite. Saveur et Confidence avec Média. Si vous nous rejoignez, nous sommes au cœur de la 48e fête des ortillonnages. Avec nous aujourd'hui dans Saveur et Confidence, j'ai l'honneur de recevoir deux amis, deux auteurs culinaires également, Valérie Virorello-Jamili et Dorian Nieto. Valérie du blog Marciattaque qu'on peut retrouver sur Instagram et aussi sur ton .com, je crois. .fr. .fr. Voilà, donc c'est Marciattaque. Oui, marciattaque.fr. Et Dorian de Dorian Cuisine. Et aujourd'hui, on les reçoit pour qu'ils nous parlent de leur livre Les petits bocaux du potager. Et ils sont en train de nous préparer une recette en direct qui est extraite justement de... Alors, Dorian est déjà... Alors, entre le micro et... Ouais, merci. On va se débrouiller. Est-ce qu'on a allumé la plaque de cuisson ? Oui. On a allumé la plaque de cuisson. Et du coup, qu'est-ce que vous nous cuisinez aujourd'hui ? Alors, on prépare un chutney de rhubarbe, en fait. Ouais. C'est une recette qu'on avait mis dans notre livre. Ça permet de conserver la rhubarbe qui arrive en excès là dans les potagers à cette saison et d'avoir un petit condiment qu'on peut manger ou directement sur des tartines avec du petit fromage frais, ouais, en rajoutant des petites fleurs comestibles de saison, ou alors on peut le mettre en accompagnement d'une viande ou d'un poisson, ça passe avec tout, c'est génial. D'accord, super. Et le chutney, quand je le prépare, moi, après, dans mon bocal, du coup, il faut que j'utilise un bocal stérilisé. Non. Un bocal propre. Pas un bocal forcément. Un bocal propre. Je mets mon chutney à l'intérieur, je ferme ça et je peux le garder combien de temps ? Est-ce que je le garde au frais, sur les étagères du placard ? Non, tu le gardes au frais. Au c'est frais. mieux. Et je peux le garder combien de temps ? Tu vas pas le garder longtemps parce que tu vas le... Ah ouais, tu vas le manger rapidement. Ouais, ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour faire ce chutney ? Là, du coup, j'ai vu, tu commences par mettre les épices. Donc là, tu as mis de l'huile de coco dans la poêle à chauffer. Alors, attention, parce que la poêle, elle chauffe très, très fort. Je sais pas à combien t'es sur la poêle, là, Je suis Dorian. à 4 et je vais descendre à 3. Je pense qu'il faut que tu descendes parce qu'elle chauffe, elle est vraiment... Et puis, en plus, on est sur des poêles de compétition qui chauffent bien. Non, mais pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Alors, dis-nous ce que tu as mis. Alors, on a commencé par mettre de l'huile de coco et puis après, on a ajouté un peu de piment, de la coriandre, on a rajouté du garam masala. On a fait tourner ça un petit peu et puis après, on rajoute du gingembre, du curcuma, du laurier et de l'ail. Super. Et du coup, ce procédé-là, on l'avait vu, je ne sais pas si tu te souviens, Damien, parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'accueillir aussi Sanji de Bollywood Kitchen, qui était venue sur une des émissions. Et elle nous avait préparé un curry d'Orient que tu aurais adoré. Et elle nous expliquait justement qu'elle mettait d'abord l'huile, qu'elle faisait chauffer et qu'elle mettait ensuite les épices et que ce procédé, ça permettait de faire exploser les saveurs des épices. Donc, c'est un peu ce que tu as fait là aussi. Ouais, tout l'intérêt, en fait, je prends la parole parce que Dorian a les deux mains prises pour cuisiner. En fait, tout l'intérêt dans la cuisine comme ça aux épices, c'est de d'abord jeter les épices dans une poêle chaude avec un peu de matière grasse pour vraiment avoir une explosion de saveurs. Si on met les épices après, on n'aura pas du tout le même résultat. Voilà, puis après, on rajoute la rhubarbe avec de l'oignon. Avec de l'oignon rouge. Ouais. Donc la rhubarbe que tu as coupée en petits morceaux. Qu'on a épluché et coupé en petits morceaux. Donc c'est des petits tronçons. On n'est pas trop obligé de tout enlever, tout ce qu'il y a autour. En plus, ça fait une jolie couleur. Donc tu as enlevé les extrémités. Ouais, et tu sais, tu as toujours les fils qui viennent avec les extrémités, ça suffit. Ouais, ok. Et c'est vrai que la couleur est tellement jolie. Ouais. Avec de l'oignon, un oignon rouge.
Ouais. Alors on laisse un petit peu compoter 2-3 minutes, histoire que toutes les saveurs se mélangent, et ensuite on ajoute du vinaigre de cidre et de la cassonade. Et là, on patiente un petit peu jusqu'à ce que ça cuise. Ça va prendre une bonne quinzaine. On n'est jamais d'accord. J'allais dire une quinzaine de minutes. Dorian allait dire une vingtaine de minutes. Ouais. Et on peut couper la poire en deux. On n'a plus qu'à remuer tranquillement. Et là, la rhubarbe va se défaire de plus en plus jusqu'à ce qu'elle soit... Et là, tu as ajouté un liquide. C'était quoi? C'était du vinaigre, c'est ça? C'est ce que tu as dit, Valérie? Vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre et sucre cassonade. La cassonade. C'est la recette, on la retrouve page je sais plus combien de votre livre. Nous non plus, on connaît pas le numéro de page par cœur. Moi j'ai mis des petits post-it, page 160. Non, 170 c'est les tartines. Oui, c'est ce qui vient juste après, une fois qu'on aura fini. On va laisser compoter un petit peu ça. Du coup, j'ai envie de vous proposer un petit jeu que j'aime bien dans l'émission, c'est la chronique du vrai faux. Du vrai faux. Donc, je vous propose à tous, les amis aussi, Kevin et Stéphane, si vous voulez participer avec nous. Donc, c'est les tomates se conservent mieux au réfrigérateur ou à l'extérieur? À l'extérieur. Ouais. Il y a des points pour celui qui répond le plus vite ou celui qui répond le plus vite, il a le droit à une tartine supplémentaire. Bonjour, je réponds tout de suite. Moi, je joue parce que j'ai toutes les réponses, donc du coup, j'aurai toutes les tartines. Ça va être dur là. Ok, alors du coup, j'ai mis faux. Le froid casse leurs arômes et modifie leur texture. Une tomate se conserve mieux à température ambiante, surtout si elle n'est pas encore très mûre. Oui, là on a l'intérêt de la laisser mûrir un peu, et c'est vrai qu'en plus le froid réduit le goût de la tomate, donc ça va faire une tomate un peu ternouille, un peu tristouille. Ouais. Ça serait dommage. Exactement. Rien à voir, mais c'est un peu comme les œufs. Tout le monde met les œufs au réfrigérateur, alors qu'en réalité faut. Oui. Ouais. Moi jamais, parce que en fait j'ai beaucoup d'œufs et peu de place dans mon réfrigérateur, donc ça m'arrange. T'as des poules? Non. Ah, ok. Non, j'en dépense beaucoup. Ah ouais. Le chutney est une invention française, vrai ou faux? Faux. Ouais, le chutney vient d'où? De l'Inde? Vient de l'Inde. Alors à l'origine, il s'agissait de préparations à base de fruits, d'épices et d'herbes destinées à accompagner des plats. Les herbes aromatiques perdent tout leur goût à la congélation. Vrai ou faux? J'ai envie de dire, ça dépend lesquels. Ouais. Par exemple, le basilic, ça aime pas trop la congélation. Mais d'autres comme la coriandre, la ciboulette, l'estragon, la nette, ça passe très bien. Quoi. Exactement. Le persil supporte très bien la congélation et garde une grande partie de leurs arômes. La rhubarbe est un fruit botaniquement parlant, vrai ou faux? Ah, j'ai un faux à l'unanimité sur le plateau. Vraiment, vous êtes très très fort, quoi. C'est très très fort. Ça, c'est à force d'écouter les émissions Saveurs et Confidences tous les derniers samedis du mois. Eh bien, faux. Botaniquement, la rhubarbe est un légume, même si on le cuisine très souvent comme un fruit. Alors, les bocaux maison peuvent se conserver des années. Vrai ou faux? Vrai. Ouais. Alors, vrai, mais toujours un petit œil sur les bocaux. On va les voir, on les retourne et puis on regarde comment ils se portent. C'est mieux. Ouais. Et puis en plus, moi, il y a un truc que je dis toujours. Les bocaux, c'est fait pour... un bocal de tomates, c'est fait pour aller de la tomate quand elle est terminée jusqu'à la tomate quand elle recommence. Ouais. Ça sert pas à l'avoir des années. J'en profite, j'ai une petite question. J'ai un bocal justement fait maison de ma mère là, qui m'a fait des haricots verts géniaux. Si ça devient blanc à l'intérieur, le liquide est blanc, c'est qu'il est mort, c'est ça? Ouais, les haricots verts, j'allais dire les haricots blancs. Les haricots verts, c'est un peu plus délicat à conserver. Et là, c'est en stérilisation en plus, donc quand c'est blanc, on mange pas. Après, il y a un truc qui est on est suréquipé de choses qui sont utiles, les yeux, le nez et à la fin le goût. Mais déjà, les yeux ont suffi pour que tu vois que bon, voilà. Super, tu as ta réponse, Damien. Une fraise continue de mûrir après avoir été cueillie. Vrai ou faux? Moi, je dirais vrai. Mais je peux me tromper. Ouais, écoute, mais dans mes petites notes, on me dit que c'est faux. D'accord. Alors, contrairement à la tomate ou à la banane, la fraise ne mûrit plus après récolte. Voilà, bon, j'ai encore plein d'autres vrais faux. Allez, une petite dernière pour la route. Les carottes étaient autrefois violettes.
J'aurais envie de dire vrai, parce que ça existe. Ouais, oui. Les carottes anciennes, il y en a des jaunes, des violettes. Exactement, ce qu'on appelle du coup les légumes anciens, quoi, qu'on a vu réapparaître les légumes, les carottes de toutes les couleurs. Les premières variétés cultivées étaient souvent violettes, jaunes ou blanches. La carotte orange est apparue plus tard aux Pays-Bas. Intéressant. Qu'est-ce qu'on en apprend? Et on va faire une petite pause. Et puis, est-ce que ça compote bien? Ça commence à... Ça compote bien. Ouais, ça fait blop blop et ça sent très super. Très bon. Mais du coup, on a un petit peu triché parce que vous nous avez ramené un chutney déjà tout prêt. Et on va dresser les petites tartines. Et puis, on aura la chance de pouvoir déguster ça juste après ça. À tout de suite sur Happiness. Saveurs et confidences avec Média. Nous sommes en compagnie de Valérie Virorello-Jamili et Dorian Nieto qui sont venus nous parler de leur livre écrit à 4 mains, Les petits bocaux du potager, paru aux éditions Ulmer. Et on a eu la chance de les voir cuisiner aujourd'hui une recette extraite de leur livre, un chutney à la rhubarbe. Un chutney à la rhubarbe merveilleusement parfumé, parce que si je fais un petit rappel, Valérie, Dorian, il y a dans votre chutney, au niveau des épices, qu'est-ce qu'on a? On a de la coriandre, on a du piment, on a du gingembre, du curcuma, du laurier et de l'ail. Alors c'est pas une épice, mais bon. Ouais, et ça a l'air hyper parfumé. Et tu as fait cuire tout ça dans de l'huile de coco. Oui. Et l'huile de coco, c'est une volonté pour apporter de la saveur encore en plus. D'accord. Et donc ce chutney, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'a fait? Parce que là, il y a des tartines là, moi j'ai le visuel, mais je vais essayer de décrire parce que c'est vraiment très très beau. On fait des petites tartines et vous avez mis quoi sur les tartines? Alors nous, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on aime bien mélanger les saveurs, on aime bien que ce soit beau et bon, donc on a fait une petite base sur un pain au levain, on a mis du fromage de chèvre frais, ensuite on a disposé le chutney par-dessus, de la roquette. La roquette c'est poivré, tu vois, donc ça va venir un petit peu amoindrir le petit goût légèrement pimenté du chutney, parce que là Dorian il est un petit peu pimenté. Et après on a mis des fleurs, alors des fleurs de ciboulette pour avoir un petit goût d'ail, et puis un petit peu d'œillet violet. C'est très très beau, c'est très très beau en tout cas, et je suis ravie parce que l'essence de l'émission Saveurs et Confidences, c'est aussi et c'est pour ça que je tiens à ce qu'on cuisine toujours à l'antenne, parce que du coup c'est une façon de dire qu'on peut cuisiner maison et qu'on peut faire des trucs absolument extraordinaires en peu de temps. Et là vous le démontrez brillamment. C'est beau, c'est probablement très très bon. Ça on va pouvoir en juger là très très rapidement parce qu'on va goûter vos tartines. En tout cas c'est très très beau. Je suis en train de penser aux graines de coriandre. En fait j'ai vu que tu les avais, pour faire la recette, pour faire le chutney, tu avais mis les graines de coriandre et pas la poudre de coriandre. Oui, parce que je trouve ça intéressant, les graines, dans ce cas-là. Après, on peut aussi utiliser de la poudre. On va tomber sur une graine de temps en temps. Ouais. Et on va avoir ce petit goût qui va changer de la bouchée suivante. Ouais. Oui, ok. Je comprends. Ok. Eh bien, écoutez, je vous propose à tous de passer à la dégustation. Il va falloir, on les découpe là, on a deux tartines, on peut les découper. On va les partager pour que personne ne se tape dessus. On va les partager. Mais du coup, si ma mémoire est bonne, j'ai eu bon à tous les vrais faux, donc en principe, la grosse tartine elle est pour moi. Ok, alors est-ce qu'on a un couteau pour découper ça? On va découper ça. Et on va passer à la dégustation. Et Dorian, du coup, moi j'avais envie de vous poser une petite question par rapport à vos blogs respectifs. Donc, dis-nous, ton blog c'est doriancuisine.com, c'est ça? Est-ce qu'il est toujours actif? Tu l'alimentes toujours? Beaucoup moins. Ouais. Mais est-ce que tu saurais nous dire si sur ton blog il y a une recette qui sort du lot, la recette qui est le plus consultée sur ton site? Alors c'est très curieux parce qu'on sait jamais ni pourquoi ni comment. Ouais. Ce sont des petits roulés avec du fromage frais et du saumon fumé. C'est le truc le plus bête du monde, le plus basique. Et ça fait un carton depuis des siècles. Bon. Quand tu dis c'est des petits roulés avec une pâte feuilletée, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ok, donc petits roulés, pâte feuilletée.
saumon et fromage. Oui, et fromage blanc. Qu'on peut retrouver sur ton blog. Et Valérie, tu sais, toi, donc toi, c'est Valérie marciattac.fr. Marciattac.fr, oui. Moi, j'ai une recette qui flambe en ce moment et qui ressort de mes archives. C'est une des premières recettes que j'ai publiées. Elle doit dater, donc j'ai commencé mon blog en 2005, je crois. La recette, elle doit dater de 2006-2007 et c'est un gratin de courgettes de ma grand-mère. Et c'est un gratin basique, j'ai envie de dire. Tu vois, tu coupes de la courgette en petits tronçons, tu la fais un petit peu étuver avec un petit peu d'eau. C'est tout, hein. Si tu veux, tu rajoutes de l'ail, de l'oignon, mais t'es même pas obligé. Après, tu l'écrases à la fourchette, tu jettes un tout petit peu de farine, un petit peu de lait ou de l'eau, un œuf pour lier et tu mets ça au four. Ouais, c'est parfait. Et ça cartonne. C'est parfait. Ouais, c'est magnifique et c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait là ? On a commencé à déguster les tartines. Est-ce qu'on se fait un petit débrief sur la dégustation ? Alors, généralement, là, c'est le moment où moi, j'interviens dans l'émission. Du coup, Damien, qui est le réal, du coup, qui a la technique, le réal sur l'émission, et qui est aussi notre critique gastronomique de Saveurs et Confidences. Officiel, oui, voilà. Voilà. Vraiment, ce qui est intéressant ici, c'est la petite acidité qu'il y a et qui vient justement s'habiller au-dessus du fromage. Alors, le fromage vraiment amène la douceur, la fraîcheur, tout ça, on l'a sans problème. On sent déjà rien qu'au nez. Quand on approche la tartine au niveau du nez, on a tout de suite les épices qui montent. Ça amène vraiment une salivation derrière qui se fait toute seule. Et je trouve que c'est très intéressant. La mâche aussi de la salade qui est rajoutée, de la roquette qui est rajoutée par-dessus, amène vraiment en bouche, on a vraiment une consistance qui va vraiment amener du corps, en fait, je trouve, au chutney. Enfin, je pense que Média, t'es plutôt d'accord avec moi, non ? Oui, complètement. La consistance, c'est aussi au niveau des saveurs. L'équilibre, au niveau des saveurs, on a quelque chose, on a un peu d'acidité, un petit peu de sucré, le chef qui ramène de la fraîcheur. Et la roquette, je trouve que c'est le petit truc en plus. Et puis, la roquette, elle a cette petite mâche aussi en bouche, que je trouve hyper intéressante. En tout cas, c'est très très bon. Merci. Merci beaucoup. C'est une recette qu'on peut retrouver dans votre livre, Les petits bocaux du potager, aux éditions Ulmer. Voilà. Donc, j'ai été vraiment ravie Nous aussi. de vous avoir. Merci de nous avoir invités. Ouais. J'espère que vous avez passé un bon moment. Un très bon moment. Tu regardes mon visage. Ouais. Ça explique tout. Le sourire se voit Merci. pas à la radio, mais Non, c'est super. Mais 100 ans. ça Mais 100 ans. Non, en tout cas, vraiment, c'était. Moi, ça me touche beaucoup de vous avoir ici. Parce que comme je vous disais, vous m'avez beaucoup inspiré pour moi aussi après créer mon blog. Je vous ai rencontré ensuite après à Paris et re-rencontré. Et puis j'ai quitté Paris, je suis revenue ici dans la région, dans les Hauts-de-France, à Amiens. Et le fait de vous avoir ici, il y a une espèce de connexion qui se fait que je trouve absolument superbe. Et puis du coup, on va aller faire notre petite balade en barque sur les ortillonnages aussi, pour vous faire découvrir encore un petit peu plus de la région. Un immense merci également à toute l'équipe Happiness, à Damien, à la Réal, notre critique gastronomique, et à la 48e fête des ortillonnages de Camon, de nous avoir accueillis aujourd'hui au cœur de ce si bel écrin de verdure. J'espère, chers auditeurs, que vous avez passé un beau moment et que cette émission vous aura donné envie peut-être de vous lancer dans vos bocaux maison. Et si vous êtes déjà adepte de la méthode, foncez, vous procurez les petits bocaux du potager parus aux éditions Ulmer, disponibles dans toutes les librairies et en commande sur Amazon ou sur toutes les plateformes où on peut commander du livre. Voilà. Dorian, Valérie, vous avez dit où on pouvait vous retrouver. Alors du coup, moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le samedi 27 juin à 13h pour le dernier épisode de la saison. Une première saison absolument incroyable, et on parlera pique-nique sur la route des vacances. N'hésitez pas à me suivre d'ici là sur ma page Instagram Poire et Cactus. Prenez soin de vous, régalez-vous, et n'oubliez pas, la cuisine, c'est avant tout de l'amour à partager avec ceux que l'on aime. Tous en cuisine avec Média, dans Saveurs et Confidences sur Happiness.